Alors, bienvenue à ce second épisode du podcast de La Rotonde. Vos animateurs aujourd'hui, je me présente, Mathieu Tavarpatra, directeur général. Et Maëve Burbridge, chef de la section actualité. Alors, cette semaine, suite au concours que nous avons fait sur nos médias sociaux, ce podcast a finalement un nom. Nous tenons à remercier Gabrielle Lemire, ancienne de La Rotonde, qui a proposé le titre Entre les lignes. Et je pense que toute l'équipe était assez unanime pour qu'on choisisse cette proposition comme étant le titre de notre série podcast de cette année. Alors, merci Gabrielle. Cette semaine, nous allons parler de la section actualité avec la chef Actu, qui va faire un bilan des dossiers récents dans sa section, ainsi que les futurs articles qui devraient sortir cette année. Donc, tout d'abord, Maëve, tu as déjà été journaliste l'an dernier à La Rotonde. Mhm. Cette année, chef Actu. Mhm. Tu as vu un peu comment ça fonctionnait par le passé. Qu'est-ce que tu veux faire de différence cette année? Qu'est-ce que le public a besoin de savoir de la section de cette année? Ce que le public a besoin de savoir, je pensais cette année vraiment se focaliser sur l'administration ainsi que sur le syndicat. Parce que l'année passée, tout le drame avec la FEO a vraiment éclipsé ce qui se passait avec l'administration et je pense qu'on devrait vraiment se garder à jour avec ce qui se passe du côté de l'université, entre autres. Et quand tu parles de l'administration de l'université, c'est plus comme Jacques Frémont à ce niveau-là, ou c'est aussi au niveau des professeurs, des employés? Ouais, donc je pense qu'un objectif qu'on s'était fixé cette année avec La Rotonde, c'est qu'on voulait que ce soit non seulement un journal destiné aux étudiants de premier cycle, mais aussi aux étudiants diplômés, aux assistantes de l'enseignement, les TA, puis aux profs aussi. Donc, c'est vraiment pour toute la communauté de l'Université d'Ottawa et pas juste les étudiants de premier cycle. Pour ce qui en est de l'administration, la haute administration, bien sûr qu'elle est importante, mais je pense que c'est l'organe de l'administration qui est importante, comme c'est l'organe décisionnel. Donc, les comités qui choisissent les règlements, qui mettent en œuvre les politiques à l'Université d'Ottawa. Puis je trouve que ça influence vraiment beaucoup notre vie en tant qu'étudiant. Donc c'est important de porter un regard là-dessus, un regard critique. Ouais, puis une influence importante, c'était surtout cette année en fait, où il y a eu beaucoup de changements durant l'été. Mm-hmm. Oui, il y a eu les événements de l'année dernière, mais il y a aussi beaucoup de nouvelles politiques, par exemple, Ouais. qui ont été mises en place et qui ont un effet direct sur l'administration et la communauté universitaire en général. Mm-hmm. On va en parler encore plus dans l'épisode, mais à première vue, comment est-ce que tu t'es préparé pour cette année? Parce qu'il y a quand même eu beaucoup de changements. Bien sûr que je me suis informée par rapport aux changements qui ont pris place. Ouais, puis à part ça, je pense que c'est important de garder l'esprit ouvert pour parler à nos sources, voir ce qu'ils ont à nous dire et de ne pas entrer là-dedans avec une opinion déjà formulée. Et évidemment, avec tous ces changements sur le terrain pour parler aux gens, Mm-hmm. c'est des nouveaux visages, c'est une nouvelle dynamique, une nouvelle structure, par exemple, pour le syndicat. Mm-hmm. Sur le terrain, en termes de travail journalistique, as-tu remarqué de profonds changements? D'après ce que j'ai pu voir, l'année passée, la FEO n'était pas particulièrement ouverte à nous parler parce que on avait une relation un peu tendue avec eux. Juste pour... oui, la fédération étudiante, on a eu certaines difficultés, par exemple, au niveau de recevoir un accès aux médias. Par contre, il faut quand même souligner que vers la fin de leur mandat, ils étaient plus ouverts à nous parler. Par exemple, Paige Booth qui nous donnait des entrevues régulières. Mais avec le syndicat, est-ce que tu vois une ouverture similaire? Parce qu'ils ont quand même mis beaucoup d'emphase sur la transparence. Oui, c'est ça. Donc, ce que j'allais dire, c'est que le syndicat étudiant de l'Université d'Ottawa est beaucoup plus ouvert aux médias, d'après ce que j'ai pu voir. Donc, ils sont très ouverts, ils veulent nous parler, en fait. C'est pas nous qui doivent leur convaincre et leur harceler par courriel de nous parler. Tu vois? Donc, c'est eux qui veulent nous parler de leurs initiatives, de leurs idées, de leurs projets. Puis même quand leur projet ne se déroule pas exactement comment ils l'auraient voulu, ils sont ouverts de parler de ça aussi. Genre, ils n'essayent pas de projeter l'image d'un syndicat parfait qui ne fait pas d'erreur. Et justement, pour citer un exemple, par exemple,
de cette transparence du syndicat. Mhm. On a écrit un article dans La Rotonde en août cet été où certains commissaires, en particulier Jason Seguya, commissaire à la vie étudiante du syndicat étudiant, qui était très ouvert à nous parler de la transition avec l'ancienne fédération. Il avait souligné dans l'article plusieurs difficultés qu'ils avaient eues. Mais selon toi, c'est un indice important quand même de l'ouverture aux communications. Ouais, le fait de souligner ses erreurs, ça, c'est un développement important. Comme j'ai dit, genre, moi, j'étais juste journaliste l'année passée. Puis j'ai commencé à travailler à La Rotonde en août de 2018. Donc, je connais pas ce qui se passait avant. Mais d'après ce que j'ai pu voir, la FEO avait pas cette ouverture-là de pouvoir parler de ses erreurs. C'était vraiment, ils essayaient d'après ce que j'ai pu voir, de présenter un front de syndicat parfait qui fait pas d'erreur. Mais tout le monde savait un peu que c'était pas le cas vers la fin. Ouais. So, ça faisait mal à leur image plus que pour le CEO qui admet ouvertement ses erreurs. Ouais. Et quand tu fais référence à la FEO, au CEO et à d'autres organisations, j'imagine aussi, quand on parle de la communication, de la transparence, c'est quand même primordial compte tenu de la nature de leur mandat et tout simplement leur existence, qui est de représenter les étudiants. Oui, cette année, on a vu beaucoup plus de transparence à ce niveau-là. Mais sous quelle forme concrète est-ce que cette transparence apparaît? Parce transparence, c'est un verbe, c'est un mot assez général. Mais concrètement, comment est-ce que ça se présente? La transparence du syndicat. Ou de la transparence en général, en fait. De l'administration aussi. De l'administration. Ouais, pour l'administration, je veux dire, je peux pas dire que j'ai remarqué un changement super gros. L'année passée, c'était pas si pire, à mon avis, au moins. Ouais. Sauf pour le budget. Mais toutes les questions budgétaires, c'est toujours compliqué. Ouais, c'est compliqué avec le budget, mais à part ça, pour moi, l'administration était... Je veux dire, des fois, oui, c'est un peu pire avec eux. Mais à part ça, ils sont assez ouverts. Et les relations publiques, ça fait partie du jeu, ça fait partie des communications en général. Et justement, à ce sujet, et parlant surtout du syndicat, tu as déjà écrit quelques articles qui sont publics sur le site web de La Rotonde en ce moment. Est-ce que tu peux me parler un peu d'un article que tu as fait récemment qui, selon toi, illustre tout ce changement de trajectoire? Bonne question. Donc, cette année, je ne sais pas s'il y a un article qui illustre super bien le changement de trajectoire. Je pense qu'il faudrait reculer dans le temps, peut-être mars-avril, quand le syndicat était en train d'expliquer leur vision à la communauté étudiante avant qu'ils étaient élus même. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils expliquaient vraiment leur plateforme. Puis, ouais, genre, ça faisait partie de leur mandat d'être plus ouvert puis plus honnête avec la communauté étudiante. Et je pense que c'est définitivement en partie pour cette raison que la population étudiante a voté pour eux au lieu de la FEO. Et justement, rappelons que ce référendum, cette élection, s'est tenue le 11 février de cette année, en 2019, et que le syndicat étudiant a rapporté par environ 3000 voix de plus que l'autre choix, qui était l'ancienne fédération étudiante. Oui, évidemment, la transparence était un peu le mot d'ordre durant cette campagne, et transversalement dans leur plateforme. Mais il y avait aussi beaucoup d'autres propositions, notamment en ce qui concerne les services, le fonctionnement interne. L'exemple le plus clair, c'est qu'il n'y a pas de président au syndicat en ce moment. Ce sont tous des commissaires. Est-ce que tu as entendu des rétroactions de la population étudiante à ce niveau-là par rapport au changement qu'il y a eu? Par rapport au changement d'organisation? Ouais. Concrètement pour eux, parce qu'il y a quand même un effet direct sur les étudiants au premier cycle. Donc, cette année, c'est encore pas mal tôt dans l'année, là, mais je veux dire, juste le jour entier, je travaillais sur un article, puis j'avais parlé aux étudiants qui ont participé à la semaine 101.
Puis pour le moment, c'est un peu l'indicateur principal de la performance du syndicat au niveau de la vie étudiante parce que c'est le seul événement qu'ils ont organisé à date. Puis les étudiants m'ont dit que, notamment que la semaine 101 était beaucoup plus bilingue cette année. Puis ça faisait partie du mandat du CEO, de faire que les activités, puis tous les documents, puis vraiment tout ce qu'ils font dans leur syndicat est bilingue et d'assurer que la communication, de s'assurer de communiquer avec les francophones du campus. Et tu fais bien de souligner la semaine 101 parce que oui, c'est probablement l'événement le plus marquant quant à la performance de l'organisation. Il y a eu d'autres événements, mais évidemment de plus petite envergure, durant l'été notamment. Ah oui? Ça, je ne savais pas en fait. Tu me l'apprends. Tu étais en vacances durant l'été. Oui, j'étais en vacances. Mais ouais, donc oui, la semaine 101, c'est probablement l'indicateur de performance pour l'instant. Mais évidemment, il y aura beaucoup d'autres dossiers à régler et des dossiers qui vont nous permettre, en fait, pas nous permettre, mais permettre à la communauté universitaire de se fonder une meilleure opinion vis-à-vis de l'organisation, qui est quand même récente, il ne faut pas l'oublier. Il y a quand même eu beaucoup de travail à faire pour les commissaires et les employés. Toi, tu as parlé avec eux. Oui. Comment ça se passe à ce niveau-là? L'organisation et le changement? L'organisation étant, ouais, donc je pense que pour la semaine 101, comme on a dit, c'est l'indicateur principal. Puis d'après ce que j'ai pu voir en parlant aux étudiants et aux guides, ils étaient pas mal satisfaits de l'organisation de l'événement. Je veux dire, ils ont dit que c'était même mieux que l'organisation de la FEU. Puis c'est impressionnant considérant que le CEU est seulement en marche depuis quelques mois. Puis la FEU était là depuis 60 ans? Donc, une cinquantaine. Donc, ouais, c'est impressionnant qu'ils ont pull off un événement de cette envergure-là en si peu de temps. Puis ils ont vraiment bien fait ça. Le seul problème qu'on a pu souligner, c'était au niveau de la sécurité des événements qui ne se passaient pas sur le campus. Par exemple, les guides disaient que il n'y avait vraiment pas assez d'ambulances pour le nombre de personnes qui étaient aux événements. Puis les gens étaient vraiment entassés dans les lieux où les événements se passaient. Mais à part ça, non, il y avait juste des commentaires pas mal positifs à l'égard du syndicat, de la part des guides et des participants. Donc, en gros, tu pourrais dire que le syndicat peut se féliciter pour l'organisation de l'événement. Oui. OK. Et un facteur clé, en fait, durant tout l'épisode entourant la fédération étudiante, et qui a été souligné à maintes reprises, à la fois dans la rotonde, le Fulcrum aussi, mais en général dans les communications, c'était la relation entre l'administration de l'université et l'organisation étudiante. L'an dernier, il y avait beaucoup de... il y avait beaucoup de communications qui disaient que les relations étaient tendues entre les deux institutions. Cette année, bon, c'est encore assez tôt, l'organisation est nouvelle, mais as-tu pu voir un changement à ce niveau-là? Personnellement, non. En tant que journaliste, non. Mais j'ai parlé à Jacques Frémont, le recteur de l'université, l'autre jour. Puis justement, j'ai posé cette question-là, si les relations entre le syndicat puis l'administration sont encore tendues. Puis il m'a dit que non, en fait, qu'il félicite le syndicat parce qu'ils travaillent bien ensemble, il y a un esprit de collaboration. Puis il souligne que le syndicat a une légitimité que la fédération avait peut-être, je sais pas, perdu à un certain moment parce que la population étudiante a vraiment voté pour avoir le syndicat au lieu de la fédération. Okay. Puis, je sais pas, peut-être avec le temps, la fédération est devenue confortable dans sa position. Puis, je sais pas, peut-être arrêter d'essayer de se forcer autant. Puis le syndicat a vraiment besoin de se prouver en ce moment. C'est un moment crucial pour eux. Ouais. Et comme tu l'as dit, tu t'es entretenu avec Jacques Frémont. L'entrevue est disponible sur notre site web. Oui. Elle a été publiée jeudi, donc le 12 septembre. Et il a aussi abordé plusieurs autres thèmes, en plus de celui du syndicat. Ouais. On a parlé, par exemple, de la vie étudiante sur le campus. Qu'as-tu pensé de sa réponse? La vie étudiante sur le campus. Ouais. Parce que la vie étudiante, ces deux mots veulent dire beaucoup, sans vraiment dire grand-chose non plus. Ouais, c'est un peu tout et rien en même temps.
Attends, mais à quelle question fais-tu référence au Le juste? taux de satisfaction. Ah oui, oui, ok, ouais. Donc, le taux de satisfaction qui est bas depuis quelques années. Donc, ouais, le recteur a pas mal souligné que l'université prend des mesures pour OK. essayer d'améliorer ce taux. Quelles mesures? C'est un peu nébuleux. OK. Il y a un comité qui s'occupe de ça, qui prend les suggestions, les commentaires des étudiants Mhm. pour essayer de trouver des solutions. À part ça, Est-ce que tu sais comment contacter ce comité? Par exemple, un étudiant ou une étudiante qui nous écouterait, qui voudrait envoyer une proposition? ouais, donc justement, notre secrétaire de rédaction m'a envoyé un commentaire l'autre jour disant c'est quoi le nom du comité, comme faudrait préciser. Et j'ai renvoyé un courriel, puis personne m'a répondu. Pour l'instant. Donc, Pour l'instant. pour l'instant, ouais. Donc, mais ça fait quand même quelques jours. OK. Donc, c'est pas. C'est juste un comité, puis Ouais. c'est un comité parmi Mhm. des centaines, peut-être. Et bon, concrètement, avec l'expérience que tu as eue à la Rotonde, tu as eu à parler à beaucoup d'étudiants Oui. à ce sujet en particulier. Mhm. Quels sont peut-être les commentaires, soit positifs ou négatifs, qui revenaient le plus souvent? Euh, Côté vie étudiante, Côté vie étudiante, ouais. Ou taux de satisfaction, si on veut reprendre le même terme. ouais, donc, vu qu'on est la Rotonde, puis on est le journal francophone, l'angle qu'on prenait souvent, c'était au niveau de la francophonie et la vie étudiante. Parce que c'était là où il y avait le plus de lacunes OK. pour la fédération étudiante. Les événements se déroulaient juste en anglais, même les contrats pour, disons, la semaine 101 pour certaines facultés. Et là, C'était juste juste pour en anglais. clarifier, là, on parle de la fédération étudiante. Oui, oui. OK. La fédération étudiante. Puis c'est 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 étrange. J'ai pas vraiment juste de faire signer quelqu'un un contrat dans une langue qu'ils connaissent peut-être pas super Ok. bien. Et surtout le langage du contrat. Même si tu sais parler anglais comme l'anglais de tous les jours, Oh, ouais. peut-être un contrat, c'est difficile à lire. OK. Et au niveau de l'administration de l'université, donc pour revenir à Jacques Frémont, Mhm. euh, il, il a été confronté aussi à plusieurs dossiers liés, par exemple, à la santé mentale sur le campus. Il y a eu, dans les dernières années, malheureusement, des suicides qui ont eu lieu sur le campus. Ouais. Ce qui porte à croire qu'il y a pas nécessairement une crise, mais il y a un problème. Au niveau, soit par exemple des ressources, au niveau de l'encadrement des étudiants, par Mhm. exemple, qui ont des problèmes de cette nature. Mhm. Euh, Vraiment, par le passé, et encore en ce moment, indique travailler fort pour régler ce problème. Oui. Moi, je l'ai jamais entendu indiquer ça. Mais dans ses communications qu'il disait, Ah ouais? oui, qu'il a Ok. publié, il a publié quelques lettres. Je te crois, mais c'est Ah juste... oui. je Mais sais pas, moi, personnellement, j'ai jamais entendu parler de ça. Ok, ben, et ça pourrait être un autre problème en fait, c'est qu'on, oui, on le voit dans les courriels qu'on reçoit à commercial.uottawa.ca Ouais. pour tous les étudiants et les employés aussi. Mais le fait qu'il faut qu'il y ait un incident Ouais, c'est aussi vrai. désastreux que ça, pour qu'on en entende parler au niveau de la Mhm. communauté, en soi, c'est un problème. Ouais. Euh, ouais, honnêtement, je pourrais pas te dire grand-chose au niveau de l'administration, puis les mesures qu'ils prennent pour améliorer le taux de satisfaction côté santé mentale. Mhm. Justement, la Rotonde prévoit publier un article sur ce thème-là durant la semaine du 16 septembre, la semaine qui vient. Mais ouais, personnellement, j'ai pas vu que l'administration se préoccupait euh, de manière majeure de cet enjeu-là. Ok. J'ai pas pu voir ça, non. Euh, dans les dans les multiples communications que Frémont, ou l'université en général en fait plutôt on devrait dire, ont publié et rappelé justement leurs efforts pour améliorer les Ouais. ressources, la structure à ce niveau-là. Ouais, mais je veux dire, les communications commerciales, mais je suis allée aux rencontres du bureau du gouverneur. Tu sais, j'ai fait des entrevues avec les membres de l'administration, puis comme, je sais pas, il me semble que les membres en tant que tels de l'administration, ils sont pas je veux pas dire qu'ils se soucient pas de ça, mais c'est juste qu'ils l'ont jamais mentionné. Comme, ouais. Ok. Ben, on parlait justement plutôt après ton entrevue avec le recteur.
qu'il était intéressé à venir sur cette plateforme, ce Ouais. podcast. Donc, j'espère qu'il se rappelle de sa proposition et que nous pourrons l'accueillir dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Mais ça va définitivement être un sujet qui va être abordé. Ouais. Parce que c'est un sujet qui est omniprésent dans le circuit universitaire. Tu sais, ce qui est intéressant, c'est que l'année passée, le nouveau syndicat, le CEO, a dit vouloir vraiment améliorer les services disponibles pour les étudiants au niveau de la santé mentale parce qu'ils ont vu un besoin pour ça. Mhm. Puis c'est intéressant que le syndicat veut prendre ça en main et pas l'administration. Ou peut-être de manière syndicat semble se préoccuper de ça de manière plus active. plus concrète. Ouais. Du moins en apparence publique, selon toi. Pardon? Du moins en apparence Ouais, publique, ouais. 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 Mais ils avaient proposé des idées. OK, par exemple. Je me rappelle pas en ce moment. Ok, c'est Honnêtement, correct. c'était genre février-mars de l'année passée. Ouais. Mais ils avaient proposé des projets. Mais en ce moment, on sait que le financement est précaire. Donc, on ne sait pas si on va pouvoir concrétiser ces idées-là cette année. En effet, parce finalement. qu'un des gros changements qu'il y a eu sur le campus, c'est l'instauration de la politique ontarienne Student Choice Initiative. Ouais. Toi, tu as pu voir à la fois au syndicat, à l'administration et chez les étudiants aussi. Mhm. Quels sont les effets concrets? Parce que si on va en ligne et qu'on tape la politique, on arrive ensuite avec plein d'estimés des coûts que ça va augmenter, que ça va diminuer, etc. Mais à la fin de la journée, c'est au niveau des répercussions concrètes, Mhm. humaines, qu'on voit les réelles conséquences. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Parce que je sais que tu as couvert quelques événements, tu as parlé à plusieurs personnes à Ouais. ce sujet. Ouais, je pense que c'est la communauté étudiante de l'Université d'Ottawa qui vont être les perdants de cette situation-là. Donc, ça veut dire qu'au niveau du campus, il y a juste moins de choses qui vont se passer. C'est les commerces, les commerces gérés par le syndicat étudiant, ils sont pas ouverts pour le moment. Ils l'ont pas été pendant quelques mois. Les clubs, puis le syndicat, puis les organisations étudiantes, leur financement n'est pas assuré pour le moment. Donc, ils peuvent pas planifier d'événements parce que, justement, ils n'ont pas l'argent en ce moment. Niveau de l'université, ouais, je pense qu'en général, ça va juste réduire le nombre d'événements, l'activité, l'animation du campus. Ça va être un campus beaucoup moins animé. Puis je pense que l'esprit étudiant va moins se faire sentir. OK. Donc, plusieurs éléments, en fait, dans ce que tu viens de dire. Tout d'abord, commençons avec le syndicat. On a appris récemment, dans les annonces du syndicat, mais aussi dans un article publié par The Fulcrum, on les salue en passant, qui expliquait que les services, d'abord commençons avec les commerces, que les commerces allaient ouvrir l'année prochaine, idéalement, et que les services, les centres en fait, et les services seraient opérationnels d'ici la fin de cette session. Est-ce que tu as eu l'occasion d'en parler avec un représentant du syndicat ou c'est quelque chose qui va venir dans le futur? J'en ai pas parlé avec le syndicat depuis avril dernier, je pense. Okay. À ce moment-là, ils m'ont dit qu'ils prévoyaient ouvrir les commerces fin de cette année, début de l'année prochaine, je pense. L'année scolaire prochaine. Ouais. Et le fait qu'il n'y a pas encore ces centres d'ouverture, parce que c'est quand même des centres qui donnent des ressources importantes à la communauté étudiante. À ce niveau-là, on sait qu'en ce moment, le CEO, le syndicat, est en train d'embaucher des gens, justement. Ils ont commencé le processus d'embauche. On a vu leurs publications et les opportunités d'emploi. Mais ça prend du temps, se former, embaucher les gens. Quelle est la plus grande perte pour les étudiants? Le PIVIC. Non, mais le PIVIC, oui. Bon, on salue le PIVIC aussi, mais le PIVIC est supposé ouvrir l'année prochaine, en théorie, en compagnie du Café Alt, peut-être sous d'autres noms et d'autres formats. Mais si on prend par exemple les centres et les services, il y a plusieurs centres qui sont nécessaires en fait pour avoir une bonne expérience, et pas juste une bonne expérience dans le sens de s'amuser ou etc., mais d'avoir de l'aide qui est nécessaire pour être inclus dans une communauté universitaire, pour simplement être à l'université parfois pour certaines personnes.
et les coupures, le fait que c'est pas garanti ou le fait que c'est même pas mis en place en ce moment à un certain niveau ou à un niveau, disons, plus apprécié, euh, oui, c'est une perte pour la communauté, mais pour combien de temps est-ce que ça va pouvoir continuer? Euh, À long terme, par exemple, ouais. on veut que ça reste là. Une partie des frais est obligatoire, Mhm. mais il y a aussi une partie qui est, disons, accessoire et qualifiée de non pertinente. Ouais. Comment faire pour confronter ça pour le futur, selon toi? C'est une question très, très large et ouverte, mais... Donc, ce que tu veux dire, c'est si le financement n'est pas adéquat, puis ils peuvent pas réouvrir tous ces services-là, Ouais. qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. Euh, je pense que les étudiants vont devoir s'organiser entre eux. S'il n'y a pas de services officiels qui peuvent les aider, ouais, ça va devoir être organisé entre les étudiants. Je suis certaine qu'il va y avoir des membres de la communauté étudiante qui vont voir le besoin, qui vont voir que les étudiants ont besoin de ce service-là, puis qui vont s'organiser euh, pour fournir de l'aide aux gens qui en ont besoin. C'est comme ça que ça marche généralement, je pense. Quand il y a un besoin, quelqu'un va faire quelque chose pour subvenir à ce besoin-là. Et l'exemple le plus récent, en fait, c'est la manifestation qu'il y a eu cette semaine Mhm. pour dénoncer les coupures au RAFEO, Ouais. donc le régime d'aide financier aux étudiants et étudiantes de l'Ontario. Ça a été organisé par des étudiants et on peut, je pense, assurer que la majorité des manifestants étaient étudiants qui ont vécu personnellement les coupures. On a vu dans l'article qui a été publié dans la Rotonde à propos de la manifestation euh, qu'il y a plusieurs étudiants qui ont dû, par exemple, avoir un autre emploi, augmenter leur heure de travail en plus de leur charge de cours à temps plein. Il y a aussi la question de la santé mentale, le stress, la pression que ça emmène de devoir travailler plus pour avoir une éducation. Euh, Là, c'était un peu la germe vers des mouvements sûrement plus gros dans le futur. Euh, Toi, tu as parlé aux gens qui ont organisé cette manifestation. Mhm. Euh, D'où est venue l'idée de ce que tu as entendu? Et ensuite, comment faire pour justement faire d'autres initiatives par les étudiants? Euh, je pense que le mouvement est né d'un sentiment que le gouvernement imposait un traitement injuste aux étudiants. Que c'est vraiment... C'est pas juste d'enlever le financement pour leurs études. Comme on devrait pas devoir sacrifier notre santé mentale, notre bien-être pour pouvoir suivre des cours. Tu sais, comme on n'est plus à ce point-là. Au Canada, surtout en Ontario, tu sais, comme on, le gouvernement puis notre société a besoin de gens éduqués pour faire marcher le pays, la province. Comme pourquoi est-ce qu'on coupe dans l'éducation? Ça n'a pas de sens. Et je pense que c'est vraiment ça que les organisateurs ont exprimé quand je les ai parlé, que c'était juste comme injuste, insensé, illogique. C'était les mots qui revenaient souvent. Ouais. Ouais, les étudiants, je veux dire, on comprend pas pourquoi c'est nécessaire. Puis, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, comme, je sais pas si, je peux pas vérifier ça personnellement, mais c'est le fait d'enlever cette aide-là pour les étudiants, ça va pas vraiment affecter les finances du gouvernement tant que ça. Okay. Puis, c'est pour, par exemple, faire que les étudiants payent pas de l'intérêt pendant les six premiers mois après avoir obtenu leur diplôme. Ok, attends, je vais... Ça, c'était comme vraiment... donc, ouais, auparavant, avec le RAFEO, si tu avais des prêts à repayer, tu avais 6 mois avant que tu commences à accumuler de l'intérêt sur tes prêts. Donc, ça te donnait le temps de trouver un emploi, de trouver une sorte de stabilité dans ta vie. Mais là, il n'y a plus ça. Puis, les gens étaient comme, ben pourquoi? Tu sais, ça va pas déstabiliser les finances du gouvernement si on n'a plus cette aide-là. Ça crée un sentiment d'urgence Ouais, immédiat. ouais, puis pour le gouvernement, apparemment, c'est ce que les gens m'ont dit, c'est pas très difficile, c'est pas un fardeau très lourd d'aider les étudiants de cette manière-là. Et quand tu dis apparemment, c'est en fonction des manifestants, en fonction des organisateurs, aux gens que tu as parlé? Ouais, pas mal tout le monde m'a répété ça. Ok. Mais comme j'ai dit, je suis pas en mesure d'aller trouver les chiffres moi-même. Je Ouais, les c'est connais des, pas. c'est des allégations pour l'instant, Ouais. précisons-le. Mm.
Est-ce que tu envisionnes, est-ce que tu peux prévoir, je sais que c'est tôt, que tu n'es pas dans les comités organisateurs, évidemment, ce serait un conflit d'intérêts. Mais est-ce que tu peux déjà voir d'autres mobilisations, d'autres mouvements revendicateurs sur le campus à l'université? Pour le moment, je pourrais pas te dire le nom spécifique d'un mouvement, mais les manifestants, lors de la marche de mardi, ont dit qu'ils voulaient organiser quelque chose au niveau de la province. Okay. Donc, les collèges et universités ensemble manifester contre les coupures au Rafeo. Donc, ouais, c'est ce que je sais pour le moment, en termes d'autres mouvements étudiants. Ouais. Par le passé, il y avait aussi la manifestation pan-canadienne Combattons les frais, en anglais Fight the Fees. C'était une manifestation qui avait réuni beaucoup de personnes, mais la différence, c'est que oui, c'était organisé par des étudiants, mais sous la forme d'institutions étudiantes. La Fédération canadienne des étudiants et étudiantes, en collaboration, par exemple, avec, à l'époque, la Fédération étudiante de l'Université d'Ottawa. Et évidemment, quand tu as des structures comme ça, avec beaucoup plus de ressources que des individus, des étudiants, c'est beaucoup plus facile ensuite de faire de la publicité, d'avoir des gens qui viennent à son événement. Est-ce que tu penses que le syndicat est capable en ce moment de fournir la même aide, le même niveau de collaboration pour emmener ces événements à un niveau supérieur, si on veut dire ça comme ça? Ouais. Personnellement, non. OK, pourquoi? Parce que le syndicat, d'après ce que j'ai pu comprendre, est encore en phase d'organisation et de discussion pour beaucoup de leurs projets. Oui, le financement, encore une fois, très précaire. Puis, d'après ce que j'ai pu voir dans les réunions du conseil administratif, je sais pas, j'ai pas vu que le conseil se préoccupait tellement de ça pour le moment. Donc, de l'activisme sur le campus. Ouais, d'après moi, je voyais pas que c'était une priorité pour eux. Okay. Alors, suite à la visite surprise d'une invitée spéciale au bureau de la Rotonde durant l'enregistrement, nous avons fait un montage très rapide pour insérer son entrevue avec nous dans le podcast que vous écoutez et je l'espère que vous regardez. Donc, Anne Hamels, bonjour. Bonjour. Donc, pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas, tu es étudiante de 2e année en théâtre. Oui. Et tu étais l'une des organisatrices de la manifestation de ce mardi. Oui. Pour dénoncer justement les coupures au Rafeo. Est-ce que tu pourrais commencer par nous parler de ta propre expérience avec le Rafeo et les changements que tu as vécus cette année? Oui, ben en fait, je suis une étudiante de 2e année, ce qui veut dire que l'année passée, j'ai bénéficié du Rafeo pour payer mes études. Et ça a été une aide très très grande qui m'a beaucoup aidée. Surtout en première année, on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne, on ne sait pas combien ça va coûter aller à l'école, qui paye pourquoi. Puis le Rafeo m'a beaucoup aidée côté financier. Et c'est en voyant les coupures cette année qu'un de mes amis, Timothy Gulliver, m'a approché puis qui m'a dit « Anne, j'organise avec quelques autres étudiants une manifestation contre les coupures de Doug Ford au niveau du Rafeo, mais aussi au niveau de d'autres services, donc les services pour les étudiants et les associations étudiantes. Et le fait que combien ça coûte pour les étudiants internationaux, que ça a beaucoup augmenté. Donc, lui, il m'a dit qu'il organisait une manifestation pour ça. Il m'a demandé si je voulais aller, puis j'ai dit bien sûr, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Puis c'est comme ça que je me suis rejoint à l'équipe. Parfait. Ben, dans l'article qu'on a écrit justement à propos de la manifestation, il y a beaucoup d'étudiants qui témoignent de leur propre expérience. Certaines parlent de rajouter des heures de travail pour justement pallier le besoin financier lié à cette perte d'aide, en fait. Il y en a d'autres qui parlent de la pression qui va devenir beaucoup plus grande sur leurs épaules, le stress que ça va occasionner. De ce que tu as entendu au sein, oui, des organisateurs, mais aussi des participants et juste la communauté en général, quelles sont les plus grandes inquiétudes et les plus grandes conséquences au niveau humain de cette politique? Il y a un des étudiants qui s'appelle James qui a décidé qu'il ne pouvait plus aller à l'école cette année. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment dommage parce qu'il est étudiant en sciences politiques. Puis, grâce au Rafeo, il allait être capable de payer ses études puis de rester à l'école. Mais vu que le Rafeo, si rapidement, a arrêté de donner de l'argent aux personnes qui en avaient le plus besoin, il a décidé qu'il allait juste pas faire son année.
qui allait travailler à temps plein cette année pour essayer de ramasser assez d'argent pour continuer après ses études. Mais je suis sûre qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans un besoin financier incroyable en raison de leur situation familiale, qui ont besoin de supporter, pas juste eux-mêmes, mais d'autres personnes aussi, qui ont besoin de payer pour un loyer, pour la nourriture. Ces personnes-là peuvent pas se permettre de pas recevoir cette aide gouvernementale-là. Puis, vu qu'ils n'ont pas encore d'études, le travail les emplois qu'ils peuvent avoir en ce moment, c'est pratiquement juste des emplois à bas de l'échelle où ils font 13, 14, 15 $ de l'heure. Mais tu peux pas économiser de l'argent et tu peux pas faire assez d'argent pour payer tes études si tu travailles juste à un salaire de 13, 14, 15 $ de l'heure. C'est pour ça qu'on fait des études, pour avoir accès à des emplois qui payent plus, qui nous permettent en tant qu'adultes de s'établir dans le monde, de faire d'avoir notre part économique dans cette communauté. Mais en bloquant toute une population étudiante qui n'a pas les moyens financiers d'atteindre ce niveau d'éducation-là, on est en train de bloquer un groupe de travailleurs qui pourraient travailler à un niveau plus haut, faire plus d'argent et pourraient contribuer à leur tour à l'économie de l'Ontario. Donc c'est un cercle vicieux que Ford a décidé de mettre en place parce que peut-être que ça nous fait des économies maintenant puis ça paraît bien sur des affiches de campagne, mais concrètement, ça aide aucunement les étudiants, les futurs adultes et les personnes en ce moment en Ontario. Ben alors, la grande question, c'est comment les aider? Comment compenser pour cette perte d'aide qu'il y a eu? Oui, la manifestation est une forme de revendication, mais en soi, on peut peut-être considérer ça comme une première étape. Oui, définitivement. La manifestation, c'est surtout un moyen de prendre le pouls de la population puis de voir qu'est-ce qui se passe au niveau des étudiants. Est-ce que c'est quelque chose qui leur tient à cœur? Est-ce que c'est une revendication qui les touche? Et je pense que c'est ce qu'on a vu aussi en voyant combien d'étudiants étaient intéressés puis qui sont venus. Mais c'est clair que c'est le début d'un mouvement, c'est le début de quelque chose qu'on doit continuer à bâtir puis on doit creuser un peu plus loin là-dedans. Et après la manifestation, on a eu une petite réunion avec tout le monde qui était dans l'équipe d'organisation, un petit debrief. Puis on a réalisé que beaucoup d'étudiants qui étaient là veulent continuer. Tout le monde est fâché. On est fâché contre le gouvernement Ford. Puis tout le fait d'être si fâché, il faut le catalyser dans quelque chose. Et je préfère le catalyser dans quelque chose de productif que quelque chose de destructif, parce qu'on veut pas aller dans les rues puis détruire plein de choses. Ça va pas aider. Non. Mais on peut aller manifester puis on peut lever nos voix de manière pacifique. Puis une prochaine étape qu'on envisage, c'est d'avoir un peu une table ronde d'étudiants et de membres de la communauté pour voir qu'est-ce qu'on peut montrer au gouvernement Ford, pourquoi on a besoin de cette aide-là, comment est-ce que le gouvernement peut le plus facilement aider et le plus efficacement aider les étudiants. Parce que c'est clair que le système du RAFEO n'était pas efficace avant. Pas à son efficacité de 100%. Ça aurait dû être beaucoup plus efficace. Puis ça serait un peu pour remédier à ça puis leur donner des options. OK. Donc, si tu aurais justement un message à la communauté étudiante pour joindre votre mouvement ou joindre n'importe quel autre mouvement, de un, comment te contacter? Et de deux, qu'est-ce que les gens peuvent faire au quotidien? Qu'ils soient étudiants ou des parents aussi, d'étudiants à l'université ou au collège. Qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais que la chose la plus importante, c'est de parler. C'est de parler de leurs enjeux, des choses qui leur touchent, d'aller lire des articles, d'aller comprendre la situation, parce que il y a beaucoup de personnes qui sont pas complètement au courant de tout ce qui se passe. Beaucoup d'étudiants qui viennent d'ailleurs, qui viennent pas de l'Ontario, qui se disent « Ah, mais les coupures au RAFEO, ça me touche pas parce que je reçois pas l'aide financière du gouvernement. » Mais ça les touche quand même, parce que les endroits comme la Rotonde ont moins de financement. Les associations étudiantes comme, pour moi, c'est SAFA, qui est l'Association des heures, ont moins d'argent. Les associations de départements ont moins d'argent. Puis tout ce manque de financement-là va les affecter, même s'ils viennent pas de l'Ontario. Donc d'abord, c'est ça, c'est de parler de ces enjeux-là, d'en discuter avec du monde. Pour nous contacter, on a une page Facebook. Ça devrait être facile à trouver sur Students Fight Back. Okay. Ou sinon, vous pouvez m'ajouter sur Facebook, m'envoyer un message, comme vous voulez. Parfait. Ben, merci beaucoup d'être passé. Merci de m'avoir accueilli ici. Merci, hein. Brutalement. C'est un peu... C'est correct.
C'est bon. Ben là, on va faire la conclusion. I guess tu peux rester là aussi. Ouais, on peut rester là. Ouais, on va dire... Je vais juste redire le montage. Non. Non, je vais juste dire voici la conclusion. Merci d'avoir écouté. OK. On s'en voit dans 2 semaines. Parfait. Ben merci Maëv, merci Anne, et merci surtout à vous d'avoir pris le temps de nous écouter et d'écouter les enjeux étudiants de l'actualité en ce moment. Envoyez-nous nos commentaires par rapport à ce que vous pensez du podcast. Nous sommes toujours ouverts à de la rétroaction, c'est un début cette année, c'est une nouveauté, donc nous sommes ouverts à toutes les propositions. Et on se voit dans 2 semaines pour un autre épisode d'Entre les lignes. Merci.